Bonjour, on se retrouve dans la troisième et dernière partie de notre première unité, dans laquelle on va faire un bilan de toutes les études stratigraphiques qu'on a déjà vues, à savoir l'étude de la carte géologique et la reconstitution de l'histoire géologique d'une région donnée. Dans notre première activité, on va analyser les cartes géologiques comme étant un bilan synthétique des études stratigraphiques et on va relever toutes les informations qu'on trouve dans les cartes géologiques afin de pouvoir par la suite réaliser une coupe géologique qui nous permettra de faire la reconstitution de l'histoire géologique de la région étudiée. Ici, on a une image d'une carte géologique et en dessous, une image d'une carte topographique. Il faut faire la différence entre la carte géologique et la carte topographique. Sachant que la carte topographique, elle nous donne des informations sur le relief, mais la carte géologique, en plus d'être réalisée sur un plan topographique, c'est-à-dire qu'elle renferme des informations sur le relief, elle va en plus me donner d'autres informations sur les formations géologiques qui se trouvent à la surface, c'est-à-dire à l'affleurement. D'où la définition d'une carte géologique comme étant une représentation en 2 dimensions sur plan topographique d'une région donnée qui donne des informations sur la nature des roches à l'affleurement, c'est-à-dire en surface. C'est ce qu'on a sur notre carte géologique ici en couleur. Donc ce sont les couches géologiques ou bien les roches qu'on trouve en surface et non pas en profondeur. Sur leur âge et sur leur structure, c'est-à-dire elle nous permet de savoir, de déterminer même l'âge des roches et aussi leur structure, c'est-à-dire les déformations qu'elles ont subies et leur agencement les unes par rapport aux autres. On doit respecter dans cette représentation chronologie de formation des roches. Aussi les déformations tectoniques subies, c'est-à-dire on doit trouver ici les failles et les plis qu'ont subi les roches et aussi déterminer le degré d'inclinaison des couches lorsqu'elles ne sont pas horizontales, c'est-à-dire lorsqu'elles sont inclinées. C'est ce qu'on appelle le pendage qu'on va étudier en détail par la suite. Observons maintenant notre carte géologique. Comme on a dit, elle est faite sur un plan topographique. C'est ce qu'on a ici en très fin noir. Ce sont des informations sur le relief. Et en couleur, on a dit, on a les différentes roches qui se trouvent à l'affleurement, c'est-à-dire en surface. Toute carte géologique, elle doit être accompagnée d'une légende. Cette légende, elle consiste en quoi? Donc ici, c'est l'orientation de la carte qui montre le nord, le sud, l'ouest et l'est. Aussi le titre de la carte géologique qui va donner la région correspondante à la carte. Par exemple, c'est la carte géologique des Alpes occidentales. On a aussi une échelle, 1 sur 250 000. Et aussi, on a dit la légende des couleurs et des symboles qui se trouvent sur la carte, qui va me donner toutes les informations sur les couches géologiques, sur leur succession chronologique, leur nature lithologique. On peut aussi avoir ici dans la légende les symboles et les signes qu'on a sur la carte, des fois les signes de pendage, les routes, les chemins de fer, donc plusieurs informations, les failles, les plis, donc on aura plusieurs données à relever à partir de la carte géologique. Donc maintenant, on va ouvrir une petite parenthèse en ce qui concerne l'échelle de la carte géologique. C'est le facteur de réduction des surfaces nécessaires pour passer du terrain à un support de petite dimension qui est notre carte. Donc l'échelle, c'est quoi? C'est la longueur mesurée sur la carte sur la longueur mesurée sur le terrain. Toujours la longueur mesurée sur la carte, elle est 1 cm. Par exemple, ici, on a 1 sur 50 000. Cela veut dire que 1 cm sur notre carte géologique correspond à 50 000 cm sur le terrain, c'est-à-dire à 500 mètres sur le terrain. Par exemple, si on a une échelle de 1 sur 1 million, cela veut dire que 1 cm est égal à 10 km sur le terrain. Et on passe maintenant pour étudier les différentes données qu'on peut trouver dans une carte géologique. Et on commence par le premier type de données, ce sont les données topographiques, c'est-à-dire les informations relatives au relief. Et la première donnée, ce sont les courbes de niveau. Ce sont les traits que je vous ai montrés tout à l'heure sur la carte, les traits fins qu'on a sur la carte topographique et sur la carte géologique. Pour obtenir les courbes de niveau, si on prend par exemple les reliefs qui se trouvent dans une région donnée, on va prendre premièrement des plans horizontaux. Ce sont le plan 1, 2, 3 et 4. Ces plans horizontaux équidistants, c'est-à-dire la distance entre chaque plan et le plan suivant, elle est égale partout. C'est eux qu'on appelle équidistance. On va noter l'intersection
des plans horizontaux équidistants avec les reliefs. Ici, par exemple, c'est l'intersection du premier plan 1 avec les reliefs. Ici, c'est l'intersection du plan 2. Et c'est l'intersection du plan 3 avec les reliefs de la région étudiée. Donc, ces intersections vont nous donner ce qu'on appelle les courbes de niveau. On va faire des projections des courbes de niveau obtenues précédemment sur un fond de carte et on obtient le plan topographique sur lequel on va réaliser notre carte géologique. On peut définir alors la courbe de niveau comme étant une ligne imaginaire qui relie des points de même altitude. Pourquoi? Parce que le plan horizontal, par exemple 2, va couper les reliefs à la même altitude. Donc tous les points qu'on obtient ici, par exemple sur le plan 2, ils ont la même altitude parce qu'ils se trouvent tous à cette altitude-là du niveau 0, c'est-à-dire la surface de la mer. C'est l'intersection de la surface topographique avec un plan horizontal d'altitude donnée. Les courbes de niveau sont de deux types. Les courbes dites courbes maîtresses, ce sont les courbes avec un trait qui est épais et sur lesquelles on trouve un chiffre. Donc par exemple, celle-là c'est une courbe maîtresse, celle-là aussi c'est une courbe maîtresse et celle-là c'est une courbe maîtresse. Pourquoi? Parce qu'elles vont porter un chiffre qui renseigne sur l'altitude de la surface topographique. Et entre chaque deux courbes maîtresses successives, on trouve des courbes normales représentées par des traits plus fins, alors que les courbes normales ou aussi secondaires, ce sont des traits fins entre deux courbes maîtresses. Maintenant, on passe à la notion d'équidistance et d'écartement. Donc, c'est quoi l'équidistance? Donc, si on prend par exemple, comme tout à l'heure, donc ça, ce sont les plans horizontaux qui vont couper les reliefs et vont nous permettre de donner les courbes de niveau. On a dit que ces plans horizontaux, ils sont équidistants, c'est-à-dire la distance entre deux plans horizontaux est la même. Qui dit la distance entre deux plans horizontaux est la même, dit que la distance entre deux courbes de niveau est aussi la même. Donc c'est la même distance qu'ici. Donc l'équidistance, c'est quoi? C'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives. Par exemple, cette courbe de niveau où on a 100 mètres, avec celle-là qui a une altitude de 50 mètres, l'équidistance ici, c'est la différence d'altitude, c'est-à-dire 100 moins 50, donc l'équidistance égale à 50 mètres. Entre 150 mètres et 100 mètres, aussi la différence c'est 50 mètres, c'est l'équidistance. Entre 50 mètres et 0 mètres aussi, c'est la même valeur, c'est l'équidistance de 50 mètres. C'est-à-dire la valeur de l'équidistance, elle est la même sur toute la carte. Attention, il ne faut pas confondre l'équidistance avec l'écartement. Si on prend par exemple l'équidistance ici et l'équidistance là, elles sont égales. C'est la même chose parce que ce sont les mêmes courbes de niveau avec la même altitude sur tous les points de la courbe de niveau. Donc la différence d'altitude entre les deux courbes de niveau, elle sera la même, elle ne va pas changer. Par contre, l'écartement, ça consiste en quoi? C'est la distance horizontale qui sépare deux courbes de niveau. L'équidistance, c'est la différence d'altitude, mais l'écartement maintenant, c'est la distance entre deux courbes de niveau. Si on prend par exemple la distance entre ces deux courbes de niveau, on voit ici qu'elles sont bien écartées, bien éloignées. Alors que les deux courbes de niveau, les mêmes ici, elles sont très rapprochées, c'est-à-dire leur écartement est très faible. Donc l'équidistance, on a dit qu'elle est constante, elle est la même sur toute la carte, alors que l'écartement, il va être variable. Pourquoi? Parce qu'il dépend des reliefs. Pour comprendre cela, on va voir notre structure ici, notre structure géologique. On voit ici que la pente, elle est très raide, alors que là, la pente, elle est faible. Donc, lorsque la pente est faible, les courbes de niveau seront bien écartées, ce qui n'est pas le cas de la pente forte, qui va donner des courbes de niveau très serrées. Qu'est-ce qu'on va alors conclure? Que lorsque les courbes de niveau sont serrées, c'est-à-dire l'écartement il est petit, on va constater ou on va déduire que la pente dans cette région elle est forte. Alors que lorsque les courbes sont espacées et l'écartement est grand, la pente alors elle est faible ou bien la région elle est plate, c'est-à-dire il n'y a pas de pente. Maintenant on passe aux données géologiques, c'est-à-dire concernant les roches et les formations géologiques qui se trouvent dans la région étudiée. Et on commence par les informations lithologiques, la nature des roches, et stratigraphiques, l'âge de leur formation.
Donc la nature lithologique des roches, elle est représentée par des couleurs, mais aussi peut-être par des lettres latines pour les roches sédimentaires et des lettres grecques pour les roches magmatiques et métamorphiques, par exemple bêta pour le basalte, gamma pour le granit. Et l'âge des roches est indiqué par des couleurs aussi qui sont conventionnelles, c'est-à-dire elles ne changent pas, elles sont les mêmes partout dans toutes les cartes géologiques. Par exemple, pour le Trias, il est toujours représenté en violet, comme on voit ici. Le Jurassique, il est en bleu et le Crétacé en vert. Chaque période géologique est schématisée par une couleur donnée et aussi par des symboles et des lettres latines. Par exemple, J1, J2 et J3 pour trois couches du Jurassique, successivement de plus en plus récentes, c'est-à-dire J1 c'est la plus ancienne, J2 celle qui vient après et J3 la plus récente. Et l'ordre de ces couches dans la légende est représenté selon le principe de superposition, c'est-à-dire la couche qui est en dessous c'est la plus ancienne et celle qui se trouve en haut est la plus récente. Donc la légende peut nous permettre de savoir la nature lithologique des roches et aussi de connaître leur âge de formation et surtout l'ordre chronologique de leur formation. C'est-à-dire on peut reconnaître, avoir une idée sur la datation relative des formations géologiques de la région. Autres informations lithologiques et stratigraphiques, c'est la direction et le pendage des couches géologiques. Donc les couches géologiques peuvent être horizontales, inclinées ou verticales. Par exemple, pour les couches horizontales qu'on a ici sur le schéma, les limites des couches, ce sont des plans horizontaux. Pour les couches inclinées, les limites, ce sont des plans inclinés qui présentent un pendage. Et les couches plissées forment des limites qui ne sont pas planes. On continue avec les informations lithologiques et stratigraphiques sur une carte géologique. Et c'est la notion de pendage des couches géologiques. Donc c'est quoi la direction et le pendage d'une couche géologique? Par exemple, on prend ces couches en couleur. Ce sont des couches inclinées et on va prendre un plan horizontal qui passe par ces différentes couches inclinées. L'intersection de ce plan horizontal avec la couche inclinée présente la direction de la couche. Et l'angle formé entre le plan horizontal et le joint de stratification de la couche géologique forme le pendage. Donc la direction, c'est l'intersection d'une couche avec un plan horizontal et le pendage, c'est l'angle qu'elle fait avec le plan horizontal. Le signe du pendage sur une carte géologique, c'est un T et ce T nous permet de déterminer le sens et le degré d'inclinaison de la couche. Comment déterminer le sens et le degré d'inclinaison d'une couche à partir du signe T? Sur notre document, on a les différents types de signes T qu'on peut trouver sur une carte géologique. Donc les voilà. Ici, on a selon le T, le pendage correspondant et aussi comment la couche se présente sur une coupe géologique. Sachant que E, sur notre document, c'est l'épaisseur de la couche et A, c'est sa largeur à l'affleurement en surface. Donc si on prend un T, on considère qu'il a une barre horizontale, c'est celle-là, et une barre verticale. La barre horizontale, elle correspond à la direction de la couche, c'est-à-dire son intersection avec le plan horizontal. Et la barre verticale, c'est elle qui va renseigner sur le sens et le degré d'inclinaison, c'est-à-dire c'est elle qui renseigne sur le pendage. Donc ici, les trois premiers cas, on a une couche inclinée. Le signe du pendage sera soit de cette manière-là, c'est-à-dire une barre verticale qui est grande. À ce moment-là, le pendage il sera faible, avec un angle inférieur à 30 degrés. Et donc, la couche, elle sera inclinée, mais avec une légère inclinaison. Si la largeur de la barre verticale, elle diminue, comme ici, cela veut dire que le pendage, il augmente. C'est-à-dire l'angle, il va devenir supérieur à 30 degrés, mais en même temps inférieur à 60 degrés dans ce cas-là. La couche sera inclinée avec un angle plus important, donc le voilà, l'angle d'inclinaison. Sachant que aussi la position de la barre verticale, elle me permet de déterminer le sens d'inclinaison et non pas seulement le degré. Donc dans ce cas-là, la barre verticale, elle est orientée vers la gauche. Des fois, vous trouvez même des T avec une flèche comme ça. Donc l'inclinaison, elle est vers ce sens-là. C'est ça le sens d'inclinaison, vers la gauche aussi. Dans ce cas, lorsque la barre verticale se trouve vers la droite, alors le sens d'inclinaison, c'est vers la droite aussi.
Même cas ici. Donc, la barre verticale, elle est maintenant toute petite, c'est-à-dire l'angle, il est important. Donc, le pendage, il est fort, c'est-à-dire l'inclinaison, elle est très importante. Mais toujours, la disposition de la barre verticale me donne le sens du pendage. On a une inclinaison vers la droite, avec un angle qui est très important, donc le voilà, il est supérieur à 60 degrés. Lorsque maintenant la barre verticale, elle est soit sous forme d'un point, ou bien elle est au centre de la barre horizontale, est très petite. Dans ce cas-là, la couche, elle est verticale, voilà donc l'angle de la couche avec le plan horizontal. C'est 90 degrés. Et dans le dernier cas, lorsque le signe de pendage est sous forme d'un plus, c'est-à-dire les barres verticales et horizontales sont égales, alors là, le pendage, il est nul, c'est-à-dire l'angle égal à 0 degré et la couche, elle est horizontale. Récapitulons, dans le cas des couches inclinées, plus la barre verticale du T est courte, plus l'inclinaison est grande et vice-versa, c'est-à-dire lorsque la barre verticale est longue, l'inclinaison elle est petite. Dans le cas des couches verticales, la barre verticale est un point, et pour les couches horizontales, les deux barres sont de même longueur et forment un plus. Et notons bien que l'orientation de la barre verticale indique le sens de l'inclinaison, comme on a déjà expliqué. Dans ce cas, lorsque le pendage d'une couche n'est pas indiqué sur la carte, il n'y a pas de signe T sur notre carte, on peut, dans ce cas, déterminer le pendage grâce aux intersections de la couche avec les courbes de niveau. Et on a 3 cas possibles. Prenons par exemple cette couche géologique, elle a 2 joints bien sûr. Si les joints de la couche ils sont perpendiculaires aux courbes de niveau, c'est-à-dire elles forment à peu près un angle droit, 90 degrés avec les courbes de niveau à peu près, cette couche alors elle va être verticale sur la coupe géologique. Alors que si les joints de la couche, donc voilà les joints de la couche, s'ils sont parallèles maintenant à la courbe de niveau, qui est ce trait noir épais, dans ce cas la couche elle est horizontale, c'est-à-dire alpha égale à 0 degré. Et maintenant si les joints de la couche forment un V, donc voilà le V formé par la couche, dans ce cas la couche elle sera inclinée et le sens d'inclinaison dépend du sens d'ouverture du V. Si par contre notre couche forme par exemple un V dans l'autre sens, l'ouverture elle est vers la droite, donc la couche elle sera inclinée vers la droite. Les deuxièmes types de données géologiques sur une carte, ce sont les structures tectoniques. Et on commence avec les plis qui sont des déformations ductiles, c'est-à-dire non cassantes, des roches sous forme d'ondulations, donc on voit bien ici les ondulations sous forme d'ondes, dues à des forces tectoniques compressives. Toujours, n'oubliez pas que ce sont les forces compressives qui vont donner le plissement des couches. On distingue 2 types de plis, les plis anticlinaux et les plis synclinaux. Maintenant, comment reconnaître ces 2 types de plis sur une carte géologique? On commence avec le premier type de pli, le pli anticlinal. Donc ici, on a un pli anticlinal formé par plusieurs couches de différentes couleurs. La première, la plus ancienne, c'est la bleue. Après vient se déposer la verte, puis l'orange, la rouge, la jaune et la violette, qui est la plus récente. Toutes ces couches-là se sont pliées par les forces tectoniques et ont formé un pli de type anticlinal. Je vous donne une petite astuce pour se rappeler du pli anticlinal. Ces couches forment comme un A et anticlinal commence par un A. Donc ça, ce sont nos couches ou bien notre pli en profondeur. Mais sur notre carte géologique, on va avoir juste la structure du pli sur la surface. Et ça va donner cette forme-là qu'on a schématisée sur le document de côté. Donc la violette, on a dit, c'est la couche la plus récente, c'est la J3, elle est en haut de la colonne. Et la rouge, elle est plus ancienne, c'est la J1, elle est en bas. Dans le pli anticlinal, pour le reconnaître sur une carte géologique, on peut se baser sur les signes de pendage, les T qu'on a ici. Pour le pli anticlinal, la barre verticale, elle est des 2 T est orientée vers les bordures du pli et non pas vers le centre. Et aussi, le centre du pli est formé par des couches plus anciennes par rapport
aux bordures qui sont plus récentes. Donc voilà le pli anticlinal. On peut le reconnaître par les signes de pendage avec des barres verticales vers les bordures, ou bien par ordre chronologique de dépôt des couches, tel que le centre du pli est plus ancien que les bordures. Le deuxième type de pli, c'est le pli synclinal, qui forme une structure concave. Donc les couches en surface, elles vont se présenter sous cette forme-là, de telle façon que les couches les plus anciennes se trouvent sur les bordures, et au centre, on a la couche la plus récente. C'est le contraire du pli anticlinal. Et les signes de pendage aussi, elles vont avoir des barres verticales orientées vers le centre du pli et non pas vers les bordures. On récapitule. Pour reconnaître un pli synclinal sur notre carte géologique, soit on se base sur les signes de pendage qui ont des barres dirigées vers le centre du pli, de cette manière-là, ou bien en se basant sur l'ordre chronologique de dépôt des couches, tel que le centre du pli, il est le plus récent par rapport que les bordures. Le deuxième type de structure tectonique qu'on peut retrouver sur une carte géologique, ce sont les failles. On les définit comme étant des structures tectoniques cassantes formant un plan ou une zone de rupture, de fracture, le long duquel deux blocs rocheux se déplacent l'un par rapport à l'autre. On a trois types de failles, normales, inverses et verticales. Et pour reconnaître ces trois types de failles, on se base sur le document ci-dessous. Pour la faille verticale, on voit que la cassure elle est de type vertical, c'est-à-dire elle forme un angle droit avec les couches fracturées. Pour représenter une faille verticale sur une carte géologique, on va la représenter avec un trait épais et des plus du côté du compartiment soulevé, c'est-à-dire le bloc qui va se soulever vers le haut, c'est celui-là, et celui qui va être affaissé vers le bas, c'est celui-là. Les plus seront du côté du bloc soulevé. Pour représenter une faille normale, c'est une faille qui est inclinée, qui va aussi provoquer un déplacement des blocs vers le bas et vers le haut. Maintenant, le signe de la faille normale, c'est toujours un trait épais, mais maintenant avec des petits tirets vers le compartiment qui va être affaissé vers le bas. La faille inverse, c'est un petit peu le contraire. De ce côté, c'est le compartiment qui va être soulevé, et de l'autre, c'est celui qui va être affaissé. Les petits triangles qui vont schématiser la faille inverse se retrouvent maintenant du côté des blocs soulevés. Maintenant, pour comprendre un peu plus les données de la carte géologique, on va faire un petit exercice intégré où on va analyser notre carte géologique sur le document, où on a 6 couches géologiques en surface, J8, J9, N1, N2, N3 et E. On trouve donc pour chaque couche un symbole pour la nature lithologique, un ordre chronologique de dépôt sur la légende. On a des signes de pendage de type T et de type plus. Et on nous demande dans la première question, déterminer la couche la plus ancienne et la plus récente sur la carte. Pour répondre à cette question, on se base seulement sur la légende qu'on a, qui va donner, selon le principe de superposition, l'ordre chronologique des couches, J8 étant la plus ancienne et E étant la plus récente, selon le principe de superposition. Deuxième question, déterminer les couches déformées et les couches non déformées. Les couches déformées, c'est-à-dire pliées, et non déformées, c'est-à-dire horizontales. Pour cela, on va se baser sur les signes de pendage. Lorsque le signe de pendage est un plus, on a dit que dans ce cas, le pendage il est nul, donc la couche elle est horizontale. Donc, cette couche E sur laquelle on a le signe plus, ici et ici, est alors une couche horizontale, c'est-à-dire non déformée. Alors que pour les autres couches, J8, J9, N1, N2 et N3, on a partout des signes de type T, c'est-à-dire que il y a inclinaison des couches, donc ces couches sont déformées. Troisième question, en utilisant deux différentes méthodes, déterminer les structures tectoniques représentées sur la carte. Pour reconnaître les structures tectoniques, donc premièrement, on n'a pas de faille ici, il n'y a pas de trait plus épais que les joints des couches géologiques, donc il y aura sûrement des plis. On a dit qu'on a deux types de plis, les plis anticlinaux et les plis synclinaux, et pour les repérer sur une carte géologique, on a dit qu'il y a deux méthodes. Les deux plis qu'on a sur notre carte, premièrement, c'est ces deux-là,
Et pour les reconnaître, on va utiliser la première méthode qui est les signes de pendage. Si on prend les deux signes de pendage qu'on a ici au niveau des strates J8 et J9, on voit que les barres verticales sont orientées vers les bordures et non pas vers le centre qui est la J8. Donc, ce pli-là, formé par ces deux couches, est un pli anticlinal. Alors que pour les couches N2 et N3, où le signe de pendage présente des barres verticales orientées vers le centre du pli, cela nous permet de déduire que ce pli est un pli synclinal. C'est ce qu'on a mentionné ici dans notre réponse. La deuxième méthode, c'est l'âge relatif des couches. Si on prend toujours ce premier pli, le centre du pli, c'est la couche J8, elle est plus ancienne que J9, les bordures du pli. Donc le centre est plus ancien, ce qui confirme que c'est un pli anticlinal. Et pour le deuxième, on a le centre, c'est la couche N3 qui est plus récente que la N2. Donc le centre de la couche est plus récent que les bordures, donc c'est un pli synclinal. Quatrième question, donnez une datation relative du plissement tectonique représenté sur la carte. Notre question veut dire que on veut donner un âge au plissement par rapport aux couches formées dans la région. Donc on a dit que les plis anticlinaux et synclinaux qu'on a sur la carte, ils touchent les couches J8, J9, N1, N2 et N3. Et la couche E, elle est horizontale, non déformée, c'est-à-dire elle n'a pas été pliée. Donc le plissement, il a touché toutes ces couches-là, les 5 couches anciennes, et il n'a pas touché la couche la plus récente E. C'est-à-dire le plissement, il a eu lieu après formation de N3 et avant formation de E. Donc d'après le principe de recoupement, le plissement, il est plus récent que les couches qui ont été touchées, c'est-à-dire qui présentent des plis, et il est plus ancien que la couche E qui n'a pas été touchée par le plissement. 5. Comment se nomme la surface de contact entre la couche E et les autres couches plus anciennes? Donc on a dit que les couches J8, J9, N1, N2 et N3, elles sont plissées, forment des plis anticlinaux et synclinaux. Ces couches ont subi une érosion après leur dépôt et vient se déposer en haut, la couche E, horizontalement. Cette surface d'érosion qui est la limite entre les couches déformées et la couche E horizontale, c'est bien sûr une discordance de type angulaire. Expliquez l'apparition des couches anciennes J8 et J9 en surface. Donc bien sûr, la carte géologique me donne les couches en surface, c'est-à-dire mises à l'affleurement. Si on prend ces zones-là, on n'a pas de couche E et on la trouve ici et ici, c'est-à-dire la couche E qui s'est formée sur les couches anciennes, elle a subi une érosion à ces niveaux-là, ce qui a permis l'apparition des couches N3, N2 et N1. La même chose pour la J8 et J9, si elles se retrouvent en surface, c'est à cause des forces tectoniques qui ont engendré le plissement. Ce plissement a permis un soulèvement de la région, ce qui l'a rendu vulnérable à l'érosion. Donc, l'érosion des couches a permis la mise à l'affleurement de J8 et de J9. On passe à l'activité 2 concernant la coupe géologique. Et c'est quoi, premièrement, une coupe géologique? C'est une représentation des formations géologiques en surface et en profondeur, contrairement à la carte géologique qui présente seulement les formations en surface. En prenant compte de l'épaisseur des couches, du pendage, de l'ordre de dépôt et de la nature lithologique. Tout ceci, on va le prendre en compte dans la réalisation de la coupe. Toutes ces informations, bien sûr, on les retrouve dans la carte géologique, grâce à laquelle on va réaliser une coupe géologique à partir d'un trait de coupe. Donc notre carte géologique présente différentes couches géologiques avec différentes couleurs. On a ici l'épaisseur des couches, on a l'âge de formation de chacune, on a des signes de pendage, ce sont les plus qu'on a ici. Le T ici n'est pas un signe de pendage, attention, c'est l'âge de formation de la couche de grès, le Trias. Et on va à partir de la carte géologique réaliser une coupe géologique où on retrouve en profondeur et en surface toutes les couches qui forment la région, sachant qu'on a respecté le pendage
Le plus qu'on a sur les couches veut dire qu'elles sont horizontales. Voilà nos couches, elles sont horizontales. Elles ne sont pas plissées, elles ne sont pas déformées. L'altitude aussi, elle est respectée, représentée sur l'axe des ordonnées en mètres. C'est une combinaison aussi des informations topographiques et géologiques. Méthodologie de réalisation d'une coupe géologique. Donc, je vous ai résumé ici toutes les étapes qu'on doit suivre pour réaliser une coupe géologique, sachant qu'on passe par deux principales étapes. La première, c'est la réalisation du profil topographique. On passe à la représentation des formations géologiques. Donc, prenons par exemple cette carte géologique. La première des choses, on prend un papier millimétré qu'on place le long de la coupe et on marque tous les points d'intersection des courbes de niveau avec le trait de coupe AB par exemple, qu'on va par la suite reporter ou projeter sur le papier millimétré en respectant l'altitude de chaque point correspondant à une courbe de niveau déterminée. Donc tout ceci, je vais le faire en détail après dans une séance de TP réaliser un profil topographique et une coupe géologique. Donc je vais ici donner juste les notions à connaître. On repère aussi les sommets et les cours d'eau. Ici, notre sommet, c'est ce point-là, à 60-40 mètres d'altitude. Les sommets peuvent être représentés par des points ou par des petits triangles aussi. Puis, on va relier les points obtenus. Donc, tous ces points-là, on va les relier et on aura ainsi notre profil topographique. Après la réalisation du profil topographique, on passe à la représentation des formations géologiques. Et maintenant, on va indiquer les limites de couche par laquelle passe la coupe. Donc les limites de couche, ce sont les traits en noir. Donc ici, on a une limite de couche sur ce point-là, celui-là, 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 etc. Et on va les projeter sur le profil topographique. Puis on va donc dessiner nos couches géologiques en se basant sur la légende, aussi sur les signes de pendage. On respecte leur largeur, on respecte l'épaisseur des couches et on n'oublie pas de déterminer l'orientation et aussi de donner un titre à notre coupe géologique. Troisième activité, la reconstitution de l'histoire géologique d'une région sédimentaire par analyse de coupe géologique. Donc c'est quoi la reconstitution de l'histoire géologique d'une région donnée? C'est déterminer les événements géologiques qu'a subi cette région et les ordonner par ordre chronologique bien sûr, en se basant sur les données stratigraphiques et tectoniques, par analyse des coupes géologiques et de colonnes stratigraphiques. Donc la carte nous permet de donner la coupe et la coupe nous permet de faire la reconstitution de l'histoire géologique. C'est ça l'étape finale de nos études stratigraphiques et géologiques. La reconstitution de l'histoire géologique se fait en deux étapes. Premièrement, on analyse la coupe en déterminant le nombre de séries stratigraphiques, les types de discordance et les structures tectoniques présentes sur la coupe. Et on passe ensuite pour donner la reconstitution de l'histoire géologique en bonne et due forme, c'est-à-dire en donnant les différents événements géologiques marquants, que ce soit les transgressions, les sédimentations, les régressions, l'érosion, les plissements, les failles, etc. Et bien sûr les classer par ordre chronologique. Et voici la coupe géologique que je vous propose pour cette activité. C'est une coupe géologique simplifiée d'une région de Provence. Elle montre 4 formations géologiques: calcaire arudiste, dépôts fluviaux lacustres, calcaire aigré, calcaire molasse, en la présence d'une faille et d'une surface d'érosion entre les calcaires arudistes et les dépôts fluviaux lacustres. Donc ici, en trait épais, c'est la surface d'érosion. Donc les couches de calcaire arudiste ont subi après dépôt une érosion. Et après cette érosion, se sont déposés les dépôts fluviaux lacustres. Donc cette surface d'érosion me permet de dire que les calcaires arudistes représentent la première série sédimentaire. Série numéro 1. Surface d'érosion, puis dépôts fluviaux lacustres et calcaire aigré.
Je vais dire que les dépôts fluvio-lacustres et calcaires et grès, c'est la série 2 et je vais expliquer pourquoi. Les couches de la série 1 et de la série 2, on voit qu'elles sont déformées. Alors que la couche de calcaire et molasse qu'on a en dessus, c'est une couche horizontale qui n'a pas été déformée. Donc, cette limite-là, cette surface de contact entre les calcaires et molasses et toutes les couches qui ont été plissées est une surface de contact de type discordance angulaire. C'est pour ça, on va dire que les calcaires et molasses, c'est la troisième série sédimentaire. Et on va dire que notre coupe géologique montre 3 séries sédimentaires traversées par une faille. Donc je signale qu'il y a une faille dans mon analyse. Cette faille, on voit qu'elle traverse toutes les séries sédimentaires. Pourquoi j'ai dit toutes les séries? Parce qu'on a ici des pointillés, même si on ne voit pas qu'elle traverse les calcaires et molasses. Donc ces pointillés veulent dire qu'elle a traversé les coupes qui ont subi l'érosion qui se trouve en dessus. Les 2 premières séries forment une discordance parallèle, comme on a dit, et elles vont subir un plissement. Et on donne les types de plissements qu'on a sur la coupe, des plissements anticlinaux et synclinaux. Voilà, ça c'est un plissement, c'est un pli synclinal, et ça c'est un pli anticlinal. Les sédiments récents déposés horizontalement, c'est-à-dire les calcaires et molasses, forment une discordance angulaire avec les anciens dépôts pliés. C'est notre analyse. On passe maintenant à la reconstitution de l'histoire géologique. Pour cela, je vous donne une petite animation qui nous montre les étapes ou bien les événements géologiques qu'a subi notre région. Et je vous laisse le soin de la visualiser et essayer de donner les événements géologiques par ordre chronologique. Et par la suite, on va les donner en détail, un par un. Voilà la reconstitution de l'histoire géologique de la région. Le premier événement était une transgression marine qui a permis le dépôt des sédiments de la première série, les plus anciens, qui sont les calcaires arudistes. Ensuite, il y a eu régression marine, ce qui a permis la mise à l'affleurement de ces dépôts et leur érosion. Après cette érosion, viennent se déposer des sédiments fluvio-lacustres, c'est-à-dire dus à des fleuves et des lacs. La mer est encore retirée à ce moment-là. Ces dépôts fluvio-lacustres se sont déposés de façon horizontale avec les calcaires arudistes au début. Il y a eu une deuxième transgression marine qui a permis la sédimentation des calcaires et des grès, les voilà, en discordance parallèle avec les anciens sédiments érodés. La région va alors subir une activité tectonique engendrant son plissement, voilà le plissement, et la formation de plis anticlinaux et synclinaux. Ces plis vont permettre un soulèvement de la région, donc une régression marine. Le soulèvement de la région et la mise à l'affleurement des couches pliées va permettre leur érosion, comme on voit ici. Puis viendra une troisième transgression marine et dépôt des sédiments récents, calcaires et molasses, en discordance angulaire avec les couches pliées. Donc les calcaires et molasses étaient ici continus, mais l'érosion a permis leur disparition dans ces endroits-là. La région va subir une nouvelle activité tectonique qui va engendrer une fracture des 3 séries sédimentaires et la mise en place de la faille, et donc soulèvement de la région et régression marine, d'où l'érosion des calcaires et molasses. Et on aura ainsi terminé notre dernière partie de ce cours.